Pendant quelques jours, la situation au Moyen-Orient est restée calme. Des discussions étaient en cours. Il semblait que la paix était enfin à portée de main après les destructions causées par l'opération Epic Fury. Mais s'il y a une chose claire dans cette guerre, c'est que tout peut changer rapidement, et soudainement les discussions se sont arrêtées. Et maintenant, les États-Unis vont mettre en place un blocus naval strict dans le détroit d'Ormuz, une mesure qui a renversé la situation contre l'Iran et éliminé l'un de leurs atouts les plus puissants. Le 12 avril, le président américain Donald Trump a changé le cours de la guerre. Un jour, on semblait aller vers la paix, et le lendemain, tout a complètement changé. Il a annoncé que les États-Unis allaient établir un blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Et en même temps, il a également déclaré que la capacité restante de l'Iran serait détruite. Cette opération a une portée très large. Tout navire tentant d'entrer ou de sortir du détroit sera intercepté. Même les navires ayant payé un péage à l'Iran pour un passage sécurisé ne seront pas autorisés à passer. Ils seront arrêtés et ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage. Voilà le plan de base. Et si les rapports sont vrais, cela signifie que même les navires venant des nations du Golfe, alliés des États-Unis, seront affectés. Cela aura un impact considérable. C'est comme si les États-Unis utilisaient contre l'Iran sa propre tactique. Mais en même temps, cela pourrait avoir un impact majeur sur le monde entier. Mais avant cela, nous devons répondre à une question. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. 5 jours avant l'annonce de Trump, les États-Unis et l'Iran étaient encore en discussion. Il y avait un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines. Et l'Iran a déclaré qu'il ouvrirait le détroit d'Ormuz tant que cet accord serait en vigueur. Le Pakistan est également intervenu comme médiateur entre les deux parties. À la dernière minute, ils auraient réussi à empêcher le plan américain d'attaquer les installations électriques et les ponts en Iran. Mais même si la situation semble se calmer, de nouveaux problèmes apparaissent. L'un d'eux est le plan en 10 points présenté par les États-Unis et Israël à l'Iran. 2 versions différentes de ce plan ont même circulé. Et beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions. L'Iran est-il prêt à abandonner ce que les États-Unis et Israël veulent qu'il abandonne pour mettre fin à la guerre, son enrichissement de l'uranium ? Et c'est là que tout a mal tourné. Au final, c'est le programme nucléaire de l'Iran qui a fait échouer les négociations de paix. Et voilà, c'est ce qu'a dit Trump dans son post du 12 avril. Les discussions se sont bien passées. Beaucoup de choses ont été convenues. Mais le point le plus important, le nucléaire, n'a pas fait l'objet d'un accord. Il a ajouté que la marine des États-Unis commencerait immédiatement le processus de blocus de tous les navires entrant ou sortant du détroit d'Ormuz. Le blocus n'a pas été immédiatement mis en place, mais la direction était claire. L'Iran a refusé de se plier à la volonté des États-Unis. C'est pourquoi la réponse de l'Amérique a été d'agir elle-même pour contrôler la situation. Dans la même déclaration, Trump a lancé une menace. Il a déclaré que toute force iranienne qui ouvrirait le feu sur les navires américains serait détruite. Il a également rappelé que de nombreux dirigeants iraniens ont été tués parce qu'ils ont refusé d'abandonner leurs ambitions nucléaires. Dans un autre message, il a déclaré que l'Iran n'a pas tenu sa promesse d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Selon lui, cela a provoqué de la peur, du chaos et des problèmes dans de nombreux pays à travers le monde. Il est possible que cela soit vrai, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les négociations ont échoué. D'autres événements ont aggravé la situation. L'un d'eux est ce qu'a fait Israël. Quelques heures seulement après l'annonce du cessez-le-feu, Israël a lancé une grande frappe aérienne au Liban. Selon les rapports, des centaines de personnes sont mortes. 1 millier de personnes ont été blessées. Israël a insisté sur le fait que le Liban ne faisait pas partie de l'accord, mais pour l'Iran, cela a une toute autre signification. Pour eux, il s'agit d'une attaque directe contre le Hezbollah, un groupe qu'ils soutiennent, et à cause de cela, l'Iran a peut-être considéré que le cessez-le-feu avait été immédiatement rompu. Il existe aussi des rapports indiquant que l'offre américaine pourrait ne pas suffire à l'Iran, ce qui signifie qu'un accord reste incertain même sans autre événement. Et à ce moment-là, la tension est complètement revenue. Selon le rapport, les États-Unis prévoient de lever les sanctions contre l'Iran et de le réintégrer dans la communauté internationale. Il y a même une possibilité de partenariat entre les deux pays. Mais pour l'Iran, une seule chose compte vraiment, son programme nucléaire. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas abandonner. Ils croient aussi qu'ils ont l'avantage grâce au détroit d'Ormuz. À cause de cela, ils espèrent pouvoir obtenir un meilleur accord avec les États-Unis.
Selon le vice-président J.D. Vance, les États-Unis ont déjà fait leur meilleure et dernière offre pendant que les discussions se tenaient au Pakistan. Mais il y a une grande condition. L'Iran doit arrêter son programme d'enrichissement d'uranium. Et c'est là que le problème est survenu. Pour l'Iran, accepter cela reviendrait à admettre sa défaite. C'est une humiliation inacceptable pour eux. Au fond, la fierté, c'est la cause de tout. L'Iran refuse de paraître avoir capitulé. Et les États-Unis ne veulent pas reculer tant que le programme nucléaire n'est pas arrêté. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Les États-Unis savent que le détroit d'Ormuz est le plus grand atout de l'Iran. Ils ont donc inversé la situation. Désormais, ce sont les États-Unis qui instaurent un blocus, et non plus l'Iran qui contrôle. Selon Donald Trump dans une interview, il croit que l'Iran reviendra à la table des négociations, et qu'il donnera tout ce que l'Amérique demande. Pas 90% pas, 95%, mais tout. Maintenant, un jeu dangereux commence en mer. Un bras de fer naval où aucun des deux camps ne veut reculer. Les États-Unis vont envoyer des navires de guerre pour imposer le blocus. C'est une tactique qu'utilisait autrefois l'Iran avec des vedettes rapides et des drones. Voilà le grand changement. Les États-Unis prennent désormais le contrôle. Mais il reste une grande question. Comment ce blocus va-t-il vraiment fonctionner ? Pour l'instant, les préparatifs ont déjà commencé. Les États-Unis font déjà entrer des navires dans le détroit d'Ormuz. Ils ne font pas encore directement partie du blocus, mais il est clair qu'ils s'y dirigent. Actuellement, ils procèdent à une opération de déminage. Ils essaient d'enlever les mines en mer pour sécuriser le passage. 2 destroyers sont actuellement sur place. Le USS Frank E. Peterson et le USS Michael Murphy. Ce sont tous les deux des destroyers de classe Arleigh Burke équipés d'un système radar avancé. Ils peuvent détecter et contrer les drones et les missiles. Il est aussi possible que le USS Santa Barbara participe, ainsi que le USS Canberra. Ils transportent des hélicoptères capables de détecter les mines près de la surface de l'eau. Sous la direction du CENTCOM, l'opération est progressivement mise en place. Et pendant que cela se passe, la situation devient de plus en plus tendue. Selon un rapport du 12 avril, The Jerusalem Post a indiqué que les hélicoptères MH-60 des États-Unis transportaient un équipement spécial. Il s'agit du système de neutralisation de mines aéroportées, ANAESC 235. Ce sont des armes particulières. Elles sont larguées dans la mer comme des torpilles. Ensuite, ils se déplacent directement vers les mines. Ce sont comme des drones jetables dont la mission est de détruire les mines. Leur méthode ressemble à celle des kamikazes. Ils percutent directement la cible jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Mais la situation n'est pas si simple. Les États-Unis font face à 2 gros problèmes. Premièrement, l'Iran a peut-être posé un très grand nombre de mines. Selon les estimations, et la plupart de ces mines peuvent être posées à l'aide de petites embarcations. Cela signifie que cela peut être fait rapidement et discrètement. Il est possible que des centaines, soit des chantants, soient déjà dispersés en mer. Mais personne ne sait exactement où elles se trouvent. Et c'est là qu'intervient le deuxième problème. Les États-Unis affirment même que l'Iran ne sait plus exactement où ils ont placé les mines. Si cela est vrai, cela devient encore plus dangereux. Même ceux qui les ont posées ignorent leur emplacement, compliquant la tâche des États-Unis pour nettoyer la zone, d'où leurs opérations actuelles de recherche et destruction. Ils cherchent et détruisent les mines une par une. L'objectif est clair, créer une route sûre vers les principaux ports de l'Iran. C'est la première étape avant de mettre en œuvre complètement le blocus. À ce stade, l'opération commence déjà. Selon Trump, le blocus commencera le 13 avril, et c'est la grande question maintenant. Comment les États-Unis vont-ils le mettre en œuvre ? Car c'est ici que se décidera l'ampleur de l'impact sur le monde entier. Selon le plan, tous les navires ayant payé ce que l'on appelle le péage illégal de l'Iran seront interceptés. Ils ne seront pas autorisés à continuer. L'interception sera effectuée par des navires de guerre positionnés près de la sortie du détroit. Ils y monteront la garde. C'est là qu'ils attendront les navires. Et c'est là que la véritable tension commencera en mer. Il est probable que les États-Unis déploient également des avions pour surveiller le détroit. Cela inclut les hélicoptères Apache et les A-10 Warthog. Ils patrouilleront dans les airs pour surveiller les navires qui passent. Surtout les navires commerciaux qui pourraient se diriger vers l'Iran. Le système AIS, ou système d'identification automatique, sera également d'une grande aide. C'est le système qui montre la position du navire grâce à un signal. S'il est activé, il sera plus facile pour les États-Unis de les localiser. Mais si les navires l'éteignent, la surveillance deviendra beaucoup plus difficile. Maintenant c'est clair, la sortie du détroit. Mais qu'en est-il de l'intérieur même du détroit ?
Selon la BBC, le blocus que les États-Unis vont mettre en place a une base légale. Cela provient du Manuel de droit des opérations navales de 2022. Selon ce document, le blocus naval est une opération militaire. Son objectif est d'empêcher tout navire ou aéronef d'entrer ou de sortir de la zone ciblée, même si le pays est allié ou neutre. Cela signifie que le plan des États-Unis est sérieux et de grande envergure. Il vise les ports iraniens à l'intérieur du détroit, ainsi que les zones côtières où il est possible de mettre à l'eau de petites embarcations. L'une des cibles les plus importantes est Bandar Abbas. C'est l'un des plus grands ports de l'Iran dans la région. Il est également possible que les États-Unis se concentrent sur l'île d'Ormuz et l'île de Larak. Selon Al Jazeera, ces deux îles agissent comme des gardiens. Si ces îles sont contrôlées, il sera plus facile de contrôler le détroit. Mais au lieu d'une opération terrestre, il est plus probable qu'une frappe aérienne soit utilisée. C'est plus rapide et présente moins de risques pour les troupes. Une autre cible est Assalouya. C'est la porte d'entrée du champ gazier de South Pars en Iran. C'est une grande partie de leur approvisionnement en énergie. Et surtout, l'île de Karg. Près de 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent par ici. Si cela était bloqué, les revenus du pays s'arrêteront presque complètement. Mais il y a un défi ici. Ces endroits se trouvent encore à l'intérieur du détroit. Les États-Unis doivent d'abord en prendre le contrôle. Des points d'entrée proches avant qu'ils n'atteignent l'intérieur. Et pour les autres pays, les navires d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, etc. Selon The New York Times, il y a une décision claire du CENTCOM, ils n'arrêteront pas les navires qui ne vont pas en Iran. Cela signifie que le détroit reste ouvert au commerce mondial, mais il est fermé pour l'Iran. C'est là que la stratégie devient encore plus claire. Ils ne bloquent pas le monde entier. Ils ne visent aucune seule cible. Cela aurait pu être un grand soulagement pour les pays de la région du Golfe, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en sécurité. Selon James Kraska, il y a toujours un risque. C'est un expert en droit maritime international. Il a dit que même si un navire n'est pas la cible, il peut quand même être intercepté. C'est à cause des lois de la guerre maritime. En cas de conflit, les deux parties ont le droit d'inspecter n'importe quel navire, surtout s'il traverse des eaux disputées. Et cela inclut le détroit d'Ormuz. Cela signifie que même si le navire ne se rend pas en Iran, il peut quand même être arrêté. Il peut être inspecté et retardé. Et il n'y a pas que les États-Unis qui peuvent faire cela. L'Iran peut aussi riposter. Ils peuvent aussi imposer leur propre blocus pour empêcher les navires de passer. Donc même si le détroit est ouvert, il n'est pas forcément sûr. Juridiquement, les actions des États-Unis et de l'Iran sont toutes deux justifiées. Ils sont tous deux considérés comme belligérants, ce qui leur donne le droit de prendre de telles mesures selon le droit international. Les navires des autres pays sont considérés comme neutres, et à cause de cela, ce sont eux qui sont les plus affectés, parce qu'ils peuvent être interceptés par n'importe quel camp. Donc même si c'est légal, cela ne veut pas dire que c'est facile, et c'est là que réside le vrai problème. Il ne s'agit pas seulement de loi, c'est déjà la guerre. Et il y a une chose très importante qu'on ne peut pas ignorer, l'Iran lui-même. Tous les plans des États-Unis sont erronés. Ils sont basés sur l'hypothèse que l'opération se déroulera sans accroc. Les navires de guerre vont entrer pour surveiller, et ils vont essayer de contenir l'Iran. Simple sur le papier. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, parce que les navires américains deviendront des cibles. Et pas seulement des cibles, mais des cibles faciles, parce qu'ils doivent rester près des côtes iraniennes. Et c'est là que l'Iran est le plus fort. Le 11 avril, il s'est déjà passé quelque chose, avant même que le blocus ne soit annoncé. Lorsque les navires américains sont entrés dans le détroit, l'Iran a réagi rapidement. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, a immédiatement menacé. Ils ont déclaré qu'il y aurait une réponse forte et directe à toute tentative de bloquer le détroit. Ce n'est pas tout. Selon les médias iraniens, ils ont envoyé un drone. Et à cause de cela, les destroyers américains ont été forcés de battre en retraite. Que ce soit vrai ou non, le message est clair. L'Iran ne permettra pas d'être contrôlé aussi facilement. Et à ce stade, le blocus n'est plus seulement une stratégie. C'est déjà une confrontation directe. On ne sait pas encore à quel point les affirmations de l'Iran sont vraies, mais une chose est sûre. L'Iran veut transformer le détroit d'Ormuz en une zone mortelle. Cela signifie un endroit où il est extrêmement dangereux d'entrer. N'importe qui entre peut être touché à tout moment. Une grande partie de cela, ce sont les mines qu'ils ont placées. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a des drones, il y a des vedettes rapides, et c'est ce qui est plus difficile à contrôler. Même si les États-Unis bloquent les principales voies, celles de l'Iran. Cela ne pourra pas arrêter les petites embarcations. Cela ne pourra pas non plus repérer immédiatement les drones cachés dans différents endroits.
C'est là que la situation devient compliquée. C'est pourquoi, même si les navires de guerre américains sont prêts à défendre, la sécurité des autres navires n'est pas garantie. Souvenez-vous-en. Le CENTCOM a déclaré qu'il permettrait à d'autres pays de passer. Mais s'il y a toujours une menace venant de l'Iran, les navires commerciaux perdront confiance. Une solution possible serait de fournir une escorte. Un navire de guerre accompagnerait chaque pétrolier. Ainsi, ils seraient en protégés pendant leur passage. Mais cela a un prix. S'ils font cela, il y aura moins de force pour le blocus. Le blocus contre l'Iran lui-même serait affaibli. Et ce n'est pas le seul problème. Avant l'opération Epic Fury, jusqu'à 138 navires passaient de chaque jour par le détroit. C'est énorme, même avec un système d'escorte. Il est difficile de tout surveiller, certains passeront toujours. Un seul succès suffit. Des attaques de l'Iran, même une seule suffit, pour effrayer les navires, et si ceux-ci se retirent, le flux du commerce s'arrêtera. C'est là que ce que font les États-Unis devient une sorte de pari. Le risque est grand, mais la récompense aussi. Pour les États-Unis, la priorité est claire. Que l'Iran cesse, même si cela sacrifie le passage fluide des autres pays. Parce que si le blocus dure, l'économie de l'Iran s'effondrera. Si les pétroliers ne peuvent pas sortir, les revenus s'arrêtent. Et c'est le véritable objectif des États-Unis, retirer à l'Iran son levier dans le détroit d'Ormuz. Parce qu'en ce moment, l'Iran profite encore de la hausse des prix du pétrole, des prix qu'ils ont eux-mêmes augmentés à cause de leur propre blocus. Et maintenant, les États-Unis tentent d'y mettre fin. Selon Bloomberg, l'Iran gagne beaucoup d'argent grâce au pétrole. Entre le 1er mars et le 23 mars, ses exportations atteignaient 1,6 million de barils par jour. Cela équivaut à environ 139 millions de dollars chaque jour. C'est une grosse somme d'argent. Et en un mois, plus de 4 milliards de dollars pourraient être perdus. Pour une économie déjà en difficulté, c'est un coup très dur. Surtout après les dégâts causés par l'opération Epic Fury. Ainsi, l'objectif des États-Unis est clair. Il ne s'agit pas seulement de pression militaire, mais aussi de pression économique. Grâce au blocus, ils n'ont plus besoin d'envoyer de troupes au sol. Ils étranglent directement les revenus de l'Iran. Et il y a un autre effet, les pétroliers qui paient un péage à l'Iran, qui atteindrait jusqu'à 2 millions de dollars par navire, n'auront plus de raison de payer. Si les États-Unis les bloquent de toute façon, le paiement ne sert à rien. Le système de revenus de l'Iran disparaît peu à peu. Et c'est ce que veut l'Amérique. Mettre l'Iran dans une position où il n'a pas d'autre choix que de négocier. Et accepter l'accord sur le nucléaire, si cela réussit, la situation sera complètement inversée. Mais cela a aussi des conséquences, car le blocus impacte le monde entier et ses effets ont été immédiats. Le prix du pétrole a dépassé les 103 $ le baril. Il a augmenté immédiatement après l'annonce de Trump. Et l'Iran ne sera pas le seul à être affecté. Même les grands pays comme la Chine et l'Inde. Ce sont les principaux acheteurs de pétrole dans cette région. Lorsque l'approvisionnement est affecté, ils en ressentent immédiatement les conséquences. Et il ne s'agit pas seulement d'économie. Il y a aussi la possibilité d'une tension accrue. Cela pourrait mener à des litiges juridiques ou à des affrontements plus graves. Parce que l'Iran ne cède pas facilement à la pression. L'argent n'est pas le seul critère de leur décision. Il y a aussi l'idéologie. Et c'est ce qui complique la situation. Il y a une autre question. Qui va aider les États-Unis ? Selon Trump, il y aurait des alliés. Mais rien n'est encore clair quant à qui sont ces alliés. Et certains se sont déjà retirés. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne participerait pas. Cela signifie que le soutien n'est pas si fort. Beaucoup de choses restent incertaines. Mais une chose est claire, nous verrons bientôt comment cela va se dérouler dans la réalité. À ce stade, il y a un facteur inattendu qui pourrait influencer le conflit. Pas en tant que force directe, mais comme source de nouvelles tactiques. L'Ukraine. Ils n'enverront pas de navires, ils n'en sont pas capables, mais ils ont d'autres moyens d'influencer le conflit. L'Ukraine n'a pratiquement pas de marine. Et les quelques navires qu'ils possèdent sont déjà occupés à combattre la Russie. Donc, ils ne peuvent pas aider en mer. Mais ils ont une chose très puissante, leur expertise en drone. Et c'est là qu'ils comptent. En quelques années de guerre, l'Ukraine est devenue experte dans l'utilisation des drones, pas seulement pour les faire voler, mais aussi pour mettre en œuvre des tactiques avancées. Ils les utilisent pour la surveillance, les attaques et même pour coordonner l'ensemble des opérations. En fait, dans les combats modernes, la majorité des cibles sont touchées par des drones, et pas seulement un par un. Ils sont maintenant capables d'utiliser des essaims de drones. De nombreux drones attaquent la cible en même temps. Ils ont aussi la capacité d'utiliser des drones kamikazes. Ce sont des drones qui percutent directement la cible pour la détruire.
Peu coûteux mais efficaces, et surtout ils peuvent être déployés rapidement. Dans certaines opérations, ils ont même utilisé des drones pour attaquer des cibles éloignées, même sans présence humaine directe. Et selon les rapports, ils utilisent aussi des robots terrestres. Cela signifie que ce n'est pas seulement dans les airs. Même sur Terre, le combat est automatisé. Maintenant, pourquoi cela est-il important pour les États-Unis ? Parce que le problème dans le détroit d'Ormuz est le même. Les cibles sont petites, rapides et difficiles à repérer. Des bateaux rapides, des drones, des mines, exactement le type de menace que l'Ukraine affronte depuis longtemps. C'est pourquoi leur expérience pourrait être utile. Par exemple, comment détecter un petit drone ? Comment le détruire rapidement ? Comment utiliser des drones à faible coût pour contrer l'ennemi ? Et comment mettre en place une défense multicouche ? Mais il y a aussi des limites. Selon les experts, toutes les tactiques de l'Ukraine ne peuvent pas être copiées au Moyen-Orient. Le terrain est différent. La zone est plus petite. Les cibles en mer sont plus rapprochées. Les combats évoluent plus rapidement. C'est pourquoi la stratégie doit encore être ajustée. En d'autres termes, l'Ukraine n'enverra pas de navires. Mais ils peuvent te fournir des connaissances, de la technologie et des tactiques. Et dans la guerre moderne, parfois c'est ce qui compte le plus. Et c'est là qu'une question devient encore plus profonde, quand la bataille ne se joue pas seulement sur la force, mais aussi sur la stratégie. Qui a vraiment le contrôle ? Parce qu'à ce stade, ce ne sont plus seulement les navires et les missiles qui comptent. C'est aussi la rapidité d'adaptation, la capacité à apprendre des autres conflits. Et même l'utilisation d'outils plus simples pour contrer des systèmes plus puissants. Maintenant, imaginons un scénario. Et si l'Iran n'attaquait pas directement, et s'il choisissait tout soigneusement, prolonger le conflit, pas pour gagner tout de suite, mais pour épuiser l'adversaire. Dans ce genre de configuration, chaque jour où le blocus se prolonge entraîne un coût. Cela concerne le carburant, les opérations, mais aussi l'attention, la concentration et les ressources. Et plus cela dure, plus il devient difficile de maintenir ce genre de pression. C'est ce qu'on appelle une guerre d'endurance. Ce n'est pas une question de qui a le plus de balles, mais de qui peut tenir le plus longtemps. Et c'est là que la situation devient intéressante. Parce que même si les États-Unis contrôlent la mer, cela ne veut pas dire qu'ils contrôlent déjà le cours de la bataille. Si l'Iran choisit de ne pas suivre la cadence, mais de tout ralentir, il peut changer la dynamique. Pas par une grande attaque, mais par une série de petites actions successives. Des actions qui ne suffisent pas à provoquer un grand affrontement, mais qui suffisent à empêcher la situation de se terminer. Et si cela arrive, le blocus ne sera pas remarqué. Et sous la pression, cela devient aussi un fardeau. Maintenant, il y a un autre angle à considérer, l'effet que cela a sur les décisions des pays ordinaires. Plus la tension dure, plus de pays sont forcés de s'adapter. Ils ne participeront pas au conflit, mais ils en sont affectés. Et à cause de cela, ils doivent élaborer leur propre stratégie. Chercher d'autres sources d'approvisionnement, changer d'itinéraire, économiser des ressources. Et dans le processus, ils apprennent à ne pas dépendre d'un seul endroit. C'est l'effet discret. Pendant que les deux pays se battent, les autres apprennent comment survivre sans eux. Et à long terme, c'est cela qui pourrait changer tout le système. Ce n'est pas à cause d'un seul conflit, mais à cause du changement progressif de l'attitude du monde. Au bout du compte, nous revenons à une idée simple. Ce combat, il ne s'agit pas seulement de savoir qui est le plus fort. Ce n'est pas seulement une question de qui a le plus de navires, mais plutôt de savoir qui sait le mieux s'adapter à mesure que la situation évolue. Parce que dans la guerre moderne, la victoire n'est pas toujours décidée lors d'une grande bataille. Parfois, c'est celui qui peut tenir le plus longtemps sans céder. Au fur et à mesure que la situation se poursuit, il devient de plus en plus clair que cela ne se terminera pas rapidement. Ce n'est pas une bataille soudaine avec un résultat rapide, mais plutôt un long processus où chaque mouvement a un impact sur le suivant. Chaque jour qui passe révèle peu à peu qui pourra tenir le plus longtemps et qui sera forcé de se retirer. C'est là que l'on mesure qui est vraiment prêt. Ce n'est pas la force du départ qui compte, mais la capacité à continuer jusqu'au bout. Non.